à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et ce soir, on se retrouve pour parler de l'étape numéro 7 du Tour de France, c'est elle qui passait par le Cher, la Nièvre. On est arrivé au Creusot sur cette étape-là, en partant de Vierzon, 250 km. C'est une étape extrêmement longue, avec des difficultés sur le parcours, notamment le signal du Chon, côte de deuxième catégorie, une grosse échappée, une échappée de 28. Qui a mis beaucoup de temps avant de prendre de l'avance. C'est vrai qu'on a eu au moins 60-70 km à haute intensité. Les courants ont quitté le Cher rapidement pour ensuite rejoindre la Nièvre où là la course s'est un petit peu calmée et puis ensuite ça s'est décanté à partir de la côte de Châton-Chinon. Étape assez intéressante. On a vu des différences entre les coureurs. Alors, moi j'ai écouté l'étape sur RMC pour une fois, j'étais pas chez moi. Donc au niveau de l'analyse, ça sera plus court que les autres journées, hein, parce que même si j'ai regardé un résumé au niveau des images, bien entendu, il y a peut-être des choses qui m'ont manqué. Et puis en version rapide, parce que là il est 21h20 et je commence simplement cette vidéo. Je commence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça j'ai déjà dit, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et du côté de la vidéo, on n'aura pas d'habillage aujourd'hui pour essayer d'aller assez vite. On commence du côté des Bleus avec David Gaudu et Julien Alaphilippe. Je vais mettre les deux ensemble. La journée s'est plutôt pas trop mal passée pour les deux. Alaphilippe avait en plus mis, on va dire, il y avait deux hommes à l'avant avec Asgreen et Cavendish. Cavendish qui en plus encore pris des points pour le maillot vert. Belle opération pour le coureur britannique. Du côté de Gaudu, c'est on va dire un peu des journées RAS, c'est-à-dire que les deux coureurs ont plutôt passé une journée tranquille. Ils se sont pas affolés, ils n'ont pas dépensé énormément d'énergie, leurs équipiers n'ont pas dépensé non plus énormément d'énergie sur une étape. On rappelle, on est encore qu'en première semaine de Tour de France. Demain, ça sera très compliqué. Après-demain, ça sera encore plus dur. Et c'est vrai qu'il fallait peut-être ménager les ressources dont ces coureurs ont à disposition avant les prochains jours. Du côté de Gaudu, voilà, il finit, hop là, que je le retrouve vu qu'il est dans le bon groupe. Il finit 39e avec Guillaume Martin. Il y a beaucoup de Français même dans le groupe du peloton. Il y a Julien Bernard, Pierre Rolland. On a également Paré Peintre, on a Kenny Alisson, le coureur de la Trek, et Pierre Latour. Donc c'est plutôt une belle journée du côté des Français, même si les coureurs dans l'échappée ont eu un peu de mal à exister, même si Franck Bonamour finit dans le groupe Van Der Poel, c'était un peu plus compliqué du côté de Dorian Godon. On va passer au flop du côté des Bleus. Alors, je rappelle toujours, les Bleus sont soit des Français, soit des coureurs étrangers dans des équipes françaises. On commence avec Quintana. Je dirais que les années ne se ressemblent pas vraiment pour Quintana, parce que l'année dernière, il avait quand même fait plutôt une bonne semaine. La première semaine, c'était un petit peu écoulé après. Là, ça n'a même pas tenu 5 jours, on va dire. Le Tour de France de Quintana, il finit très très loin. Pas les jambes aujourd'hui, très clairement, mais c'est un peu le reflet de son année à Quintana. Hein. On ne l'a pas vu. Quintana, on ne l'a pas vu. Autant il avait été performant au tout début avec Arkea en 2020, autant cette année, bon, il n'a pas été très performant le coureur colombien. Hein, si, à part sur la Vuelta des Asturies, le Tour des Asturies, mais je ne l'avais pas regardé. Je ne pense pas que la starting list était incroyable. Sur le Tour des Alpes, je l'avais trouvé bien, mais pas non plus incroyable. Et puis bon, voilà, le Tour des Alpes, c'était il y a longtemps aussi. Hein, on est au mois de juillet désormais. Le Tour des Alpes, c'était au mois d'avril. Ça fait plus de 2 mois, donc ça a aussi des conséquences. Le Dauphiné n'avait pas été bon pour Nairo Quintana. Alors, parfois, on a des changements de physionomie entre un mauvais Dauphiné et un bon Tour de France, mais le problème dans son Dauphiné, c'est qu'on n'avait pas vu une montée en puissance. Et là, je pense que ça a été le problème pour Quintana, et puis une patte de jambe tout simplement aujourd'hui. Ça avait déjà été pas exceptionnel sur le contre-la-montre. Maintenant, il visera les victoires d'étape Nairo Quintana avec Warren Barguil. On continue du côté des flops avec Total Energy. Alors, d'un côté, Total Energy est satisfait parce que vous avez Pierre Latour. Par contre, Pierre Latour, c'est pas non plus une assurance tout risque au niveau du général. Et de toute manière, il va falloir un petit peu des équipiers plus solides
que peut-être ce qu'il a aujourd'hui. Moi, je suis très déçu parce qu'aujourd'hui, on avait des possibilités que l'échappée s'impose avec une étape aussi longue. On peut pas laisser un groupe de 28 partir sans être représenté. Et surtout, je comprends pas cette stratégie de rouler quand l'écart est à plus d'une minute. Là, il fallait rouler d'entrée. Aider UAE, il fallait rouler quand l'écart est à 30 secondes. Il faut pas rouler quand l'écart est... Et Jérémy Cabot arrive, l'écart est déjà quasiment de 50 secondes à une minute. Je ne sais plus quand il arrive. Ça n'a aucun intérêt. Et puis, tu mets pas qu'un homme à rouler. Si tu rates l'échappée, t'en mets au moins deux. Mais rater l'échappée, pour moi, dans cette équipe, c'est un petit peu une faute professionnelle sur une étape où on savait que ça pouvait aller au bout. On savait que ça pouvait aller au bout en plus avec des coureurs comme Delaparté, mais j'avais mis, je ne sais plus si j'avais mis Delaparté en favori. Si, j'avais mis Delaparté, je crois. Non, je l'avais pas mis. Dans une autre étape où j'ai mis Delaparté. Oui, c'est dans l'étape de demain. J'ai mis Delaparté. C'était normalement pour un coureur de ce type-là, hein, pour un coureur Cabot qui a par exemple 4000 mètres de dénivelé positif, aujourd'hui il y en avait que 3000. Mais bon, Delaparté, même Christian Rodriguez aurait pu être aux avant-postes. Alors heureusement pour le moment chez Total Energy, c'est que Pierre Latour, il fait le job, il fait très bien le job. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait quand même avoir des gens dans les échappées, surtout quand elles peuvent aller au bout. Là, c'est un petit peu une faute professionnelle du côté de cette équipe. Et encore une fois, la stratégie, je ne comprends pas pourquoi on commence à rouler quand l'écart est déjà à plus d'une minute. Ça n'a aucun intérêt à ce moment-là. On passe aux coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Matej Mohoric. Enfin, une grande victoire pour Mohoric. C'est un coureur qui est aujourd'hui à 26 ans, qui a été champion du monde de moins de 23 ans en 2013. Je le voyais plus vieux, Mohoric. Et voilà. Peut-être que je me suis trompé. Enfin, on a il a fait une masterclass encore aujourd'hui. Alors je dis enfin une grande victoire. Non, il a déjà remporté des victoires sur les Tours d'Espagne et le Giro d'Italie. Mais pour moi, celle-là, il a été vraiment extrêmement fort. Il bat quand même des mecs parce que l'échappée était quand même royale. Vous aviez Nibali, vous aviez Van Der Poel, vous avez Simon Yates, Hugo Houle, qui est quand même pas non plus un banquignol, Van Aert, Conrad, Kasper Asgreen, vainqueur, je rappelle, du dernier Tour des Flandres. On avait Magnus Cort Nielsen, Jasper Stuyven, vainqueur du dernier Milan-San Remo. On avait même des anciens vainqueurs du Tour de France comme Bakeland, Philippe Gilbert, des anciens, Zandro Meurice, et même Krag Andersen. C'était quand même la grosse échappée. Et Mohoric, qui était un beau nom dans cette échappée, mais pas forcément le favori, il a réussi à partir. Il part quand même la première attaque et dans la côte de Château-Chinon, c'est-à-dire à quasiment 90 km de l'arrivée quand il part à 3. Et puis ensuite, il était l'homme le plus fort dans ce groupe de 3. Et il a fait vraiment une démonstration, le Slovène. C'est encore une belle victoire pour Bahrain Victorious. Alors c'est vrai qu'ils avaient été assez discrets depuis le début de ce Tour de France, contrairement à ce qu'on avait vu notamment sur le Tour, sur le Dauphiné ou même sur le Tour d'Italie avec Caruso. Mais je rappelle que c'est quand même un coureur qui a été champion de Slovénie sur route cette année, qui avait fait 7e du Tour de Slovénie, ça vraiment bien, surtout quand on sait le monde qu'on avait sur le Tour de Slovénie. Il avait également fait une bonne Almstel avec la 9e place. Cette année, il y a quand même un peu plus de constance dans les résultats de ce coureur qui, c'est vrai, peut-être enfin réussi à trouver la bonne option, parce que c'est un coureur qui est passé par de nombreuses équipes, Cannondale, Lampre UAE, Bahreïn désormais, mais qui n'avait jamais réussi à s'imposer. Et là, cette étape, c'est quand même une vraie masterclass, encore une fois. Et pour les équipes françaises, parce que je vois sur Pro Cycling Stats qu'il est en fin de contrat, eh bien ça pourrait être un coureur assez intéressant aujourd'hui à recruter, parce que vainqueur du Tour de France, c'est un coureur qui est capable de faire de belles choses. Pour des équipes comme Total Energy, pour BNB Hotel, je pense que c'est un coureur qui serait très intéressant, parce que c'est un coureur en plus avec du panache, avec du caractère. Matej Mohoric, mais enfin voilà, une belle victoire. Dommage cette inconstance quand même dans sa carrière depuis 2013. On continue avec Van Der Poel, sacré coup de panache quand même de Van Der Poel aujourd'hui, de réussir à partir dans l'échappée pour un maillot jaune.
Alors moi, j'avais souvenir de Van Avermaet qui l'avait fait à l'époque de la BMC. Je ne sais plus c'est quel Tour de France, hein, Van Avermaet, entre 2015 et 2017, je dirais. Mais qui avait fait ça. C'est toujours impressionnant. Surtout la manière, encore une fois, dont il est sorti, cette échappée, il fallait être costaud pour la prendre, culotté aussi, parce que prendre l'échappée aujourd'hui, ça voulait dire se faire mal. Une longue étape, très très longue étape de 150 km, ça voulait dire quand même dépenser pas mal d'énergie. Mais au final, ce soir, il a 3 minutes 40 d'avance sur Pogacar. Et ça, c'est plutôt bien de les prendre maintenant. Alors certes, il y a toujours Van Aert. Je pense que pour la conservation de son maillot demain et après-demain, c'est Van Aert qui est dangereux parce que je pense que, on est tous d'accord pour le dire, Van Aert est meilleur en montagne que Van der Poel. Et que ça peut être un objectif pour la Jumbo parce que, on a quand même perdu Roglic aujourd'hui. Mais si Van Aert n'arrive pas à le décramponner, Pogacar ne prendra pas 3 minutes 40 facilement. Donc ça peut peut-être tenir jusqu'à dimanche cette affaire-là de Van der Poel en jaune et ça ferait une dizaine de jours presque en jaune. Donc ça serait pas mal parce qu'il a pris le maillot lors de l'étape numéro 2. Nous sommes à l'étape numéro 7, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à l'étape numéro 9. Donc voilà, ça peut faire 8 journées en jaune. C'est toujours bon à prendre du côté du palmarès. Et puis je termine avec Carapaz. Attaque intéressante de Richard Carapaz dans le Signal Buchon. Ça correspond à ses qualités. C'est peut-être fini la période de vache maigre pour Carapaz sur ce Tour de France. C'est que cette première semaine n'était pas forcément à son avantage, notamment le contre-la-montre et les étapes de plat. Là, du côté de Carapaz, c'est peut-être le moment rébellion. Et puis, quand on regarde le classement général, il y a Geraint Thomas. Mais Richie Porte a été éliminé chez Ineos. Bon, je parle même pas de Geoghenaert, parce que Geoghenaert, c'est que pour du côté de France Télévisions pour croire qu'il était le leader de cette équipe, enfin qu'il était coureur protégé. Geoghenaert, c'est pas comme si depuis le début de saison on l'avait quand même peu vu aux avant-postes. Et Richard Carapaz, l'attaque était vraiment très tranchante. Et puis surtout, alors certes, Pogacar était un peu enfermé, mais quand même, ils ont galéré pour revenir sur lui. Et puis Pierre Latour, je crois que c'est Pierre Latour qui est dans la roue de Pogacar, de Carapaz, pardon. Il peut rien faire. Hein. Pourtant, il décide d'essayer de suivre, mais tu sens qu'il comprend au bout d'un dizaine de secondes que ça le fera pas. Donc assez intéressant Carapaz. Je rappelle que cette année, on va passer très longtemps dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, il y aura des pourcentages. Ça peut vraiment convenir à ses qualités de grimpeur. Après, il faudra quand même qu'il reprenne pas 2 minutes. 1,35, quelque chose comme ça, hein, sur Pogacar. Donc, il va falloir faire la différence. Et puis Nibali, qui se replace pour le classement général 6e. Malgré tout, du côté de Nibali, hein, aujourd'hui, il n'a pas réussi à suivre la cadence dès que ça a accéléré. Donc, c'est une 6e place qui, je pense, ne restera pas très longtemps. On passe au flop. Du côté des flops, je commence avec Roglic. La chute à Pontivy a eu des conséquences, forcément. Forcément, il y a peut-être une fêlure, quelque chose de touché au niveau physique. J'avais dit sur le contre-la-montre, ça pouvait être les éraflures, parce que ça vous empêche de dormir, parce que du côté des éraflures, sur la position de contre-la-montre, si elles sont mal placées, notamment au niveau des coudes, ça peut être désagréable au niveau de la position de contre-la-montre. Là, ça fait quand même 4 jours. Je pense que ça a commencé à se résorber un petit peu. Alors certes, la fatigue, on en a peut-être accumulé un petit peu du côté de Roglic, mais on a quand même un staff du côté de cette équipe qui sait faire le travail. Donc du côté de Roglic, aujourd'hui, panne de jambes, hein, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour le Slovène. Qui lui arrive quand même assez régulièrement, les pannes de jambes. Hein. On avait dit Paris-Nice, mais il n'avait pas été exceptionnel lors de la dernière étape, sur la Vuelta l'année dernière. Je pense que c'est un problème d'enchaînement de jours de course. C'est-à-dire que Roglic, il a du mal à enchaîner plus de 7-8 jours de course d'affilée. Là, on était au 7e jour. Ça a un peu bloqué du côté du coureur slovène.
C'est dommage, hein, parce que on a toujours du mal à se dire s'il gagnera un jour le Tour de France, Roglic. Avec toujours ses coups durs, ses contretemps. Alors heureusement chez Jumbo, on avait une deuxième carte, c'est Vingegaard. Le problème, c'est que Vingegaard, déjà au départ, il ne devait pas faire le Tour de France. Alors ça, c'était en tout début de saison, c'était avant la retraite, semi-retraite de Tom Dumoulin. Mais surtout du côté de Vingegaard, on a très peu d'expérience. On a très peu d'expérience et surtout pas en tant que leader sur les courses de 3 semaines. Donc ça risque à un moment de compter. C'est un coureur qui est dans sa 3e saison avec la Jumbo, mais qui n'a fait qu'une Vuelta. C'était la Vuelta l'année dernière. Il était équipier de Roglic, Vingegaard. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense, pour le Danois, peut-être sur le reste de la semaine. Mais bon, avec Pogacar, au premier Tour de France, il l'a gagné. Donc, pourquoi pas réussir la même performance. Du côté du AE, parce que l'équipe de Pogacar, aujourd'hui, elle a montré quand même ses limites. Quand Van Der Poel a attaqué, il a roulé. Surtout, on a consommé énormément d'énergie à contrôler la course. Et ça aura des conséquences peut-être demain, peut-être après-demain, parce que les coureurs qui ont dépensé de l'énergie pendant 100 km, 150 km aujourd'hui, ils pourront pas être opérationnels demain ou ils pourront pas être opérationnels après-demain. Et puis ça se payera peut-être en 3e semaine, ce genre de choses au niveau des équipiers. Et peut-être que quand il sera isolé, eh bien quand il sera attaqué de toutes parts, notamment pourquoi pas par l'Armada Ineos, mais vous avez d'autres formations qui peuvent faire également ce travail-là, notamment Trek. Il se retrouvera peut-être en difficulté. Et puis, je termine avec Michael Woods. Surpris quand même aujourd'hui de Michael Woods. Surpris depuis le début de ce Tour de France même par Michael Woods parce que c'est un coureur qui a quand même fait une saison intéressante, notamment Tour de Suisse, Tour de Romandie, où en montagne, il était vraiment pas mal. Bon, il y avait des grosses lacunes au niveau du contre-la-montre. Ça c'est clair et net, mais en montagne ça allait pas mal. Il y avait quand même une campagne de classique ardennaise intéressante. 4e place sur la Flèche Wallonne, 5e sur l'Èche-Bastogne-Liège. Mais là, on a l'impression que il n'y a pas grand-chose dans les jambes de Wood. Alors aujourd'hui, 100e. Peut-être aussi que par rapport au fait qu'il joue plus le classement général, il s'était dit aujourd'hui, je relâche pour tenter de faire du jus et de prendre l'échappée dans les prochains jours. Mais c'est vrai que Israël, pour le moment, est quand même assez discret depuis le début de saison, notamment avec un Chris Froome quand même qui est 165e de ce Tour de France à 50 minutes. C'est-à-dire qu'il est quand même dans les 15 dernières positions de ce Tour de France. Mais du côté de Michael Woods, c'est vrai que sur cette étape où il finit 100e, on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux du coureur canadien, mais peut-être que on ira chercher les échappées pour ce coureur-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!